Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 18 du podcast de Hockey sur demande. Comme les 17 premières semaines, je suis accompagné de mon bon ami Stéphane Grenier d'Entrechum. Salut Stéphane. Salut Max, comment ça va? Ça va très bien toi? Ouais, ça va bien, ça va bien. Pour le petit menu rapide, évidemment, on va commencer par notre segment coup de cœur et coup de pied. Ensuite, on va parler des Blackhawks de Chicago qui ont trouvé finalement leur nouveau directeur général et qui a annoncé également ses couleurs dès le départ. Donc, on va en discuter dans quelques instants. Parler également de la dernière semaine du Canadien qui ça commence à cliquer avec Martin Saint-Louis. On a parlé un petit peu la semaine passée. On va poursuivre cette semaine. Ensuite, les Devils qui ont annoncé qu'un défenseur est officiellement sur le marché des transactions. Qui ce sera? La réponse dans quelques minutes. Et évidemment, on va y aller avec quelques autres sujets en rafale avant de passer à notre segment sur réception où je vais devoir répondre aux questions de Stéphane. Es-tu prêt, Stéphane? Oh yes, on est prêt. On start ça. Donc, je vais te laisser tout d'abord y aller avec ton coup de cœur de la dernière semaine dans la LNH ou dans le monde du hockey en général. Ouais, écoute, ça a été quand même assez facile, mais je vais y aller avec un gars de la place. Écoute, moi, c'est Nick Suzuki. Je pense que c'est quand même un choix facile. On le sait que c'est facile parce qu'il va bien présentement, mais je pense que là, on est en train de voir le vrai Nick Suzuki. Je pense qu'il s'en vient. L'ardeur au travail va bien, mais je pense que sous les ailes de Martin Saint-Louis, c'est différent. Je pense qu'il y a plusieurs possibilités, mais surtout, il y a des meilleures possibilités. Il semble très confiant en son jeu. Puis écoute, pas compliqué. Là, 40 points déjà cette année en 56 rencontres. Je pense que la dernière fois qu'on s'est parlé, il devait en avoir 28. Fait que, je pense qu'il y a 12 ou 13 points dans les derniers matchs. Fait que c'est super bon. Encore 3 points Buffalo, 3 points à Edmonton, 3 points à Calgary, 1 point à Winnipeg, pas de points à Ottawa. Donc ça, c'est juste dans les 5 dernières rencontres. Donc, Nick Suzuki, pour moi, je suis content de le voir là. 22 ans, on voit qu'il prend du coffre, on voit qu'il prend de l'assurance, on voit aussi que commence à ralentir le jeu autour de lui. Il y a eu des très bons points de presse cette semaine, puis il y a eu aussi on va dire des spécialistes, là, des spécialistes en hockey qui ont dit dans les derniers réseaux aussi que on voit qu'il commence à carburer sur la pression à domicile, mais autant à l'extérieur. Donc, fun à voir. Je suis content de voir que Suzuki reprend du bon point. Puis écoute, j'ai hâte de voir si ça va s'arrêter cette année. Mon coup de cœur de la semaine, c'est un joueur qui a réussi à accomplir quelque chose d'assez particulier, qu'on ne voit pas ça très souvent. C'est Jason Robertson des Stars de Dallas qui a réussi un tour de chapeau back-to-back, donc dans 2 matchs consécutifs. Il a réussi l'exploit contre le Wild du Minnesota et les Jets de Winnipeg. Et Robertson fait partie un peu là, il a bien joué l'an dernier aussi, mais on voit vraiment que c'est lui là, qui va prendre le flambeau pour l'attaque là, des Stars. On parle beaucoup des Tyler Seguin et des Jimmy Benn, Alexander Radulov dans les dernières années. Mais là, on voit que les Stars là, vont plus vers les Rupiens, les Jason Robertson, justement. Et Robertson qui a quand même inscrit 6 buts en 2 matchs. Ça ne se voit pas très souvent, donc félicitations à M. Robertson. Maintenant, est-ce que son frère Nick, du côté des Maple Leafs, fera un jour cela? Parce que lui aussi, il est reconnu pour marquer des buts. Oui. Mais présentement, il est toujours dans la Ligue américaine, donc les partisans des Leafs devront patienter. Mais en attendant, Robertson, là, du côté des Stars, fait la job. Puis, je n'ai pas regardé avant l'épisode, mais il me semble que Jason Robertson, c'est quand même un choix pas lointain au repêchage, mais on parle quand même de fin de première ronde, peut-être début de deuxième. Je vais aller vérifier pour être certain de faire n'importe quoi. C'est un gars qui a été repêché 39e au total en 2017. Donc, tu sais, des fois, on dit qu'en fin de première ronde, bof, il reste plus à grand-chose. Il y a tout le temps des petites perles qui se cachent. Reste à voir maintenant si les scouts de certaines équipes sont capables de les identifier. On aimerait ça que le Canadien réussisse à identifier une perle de la sorte. On parle de Kucherov aussi qui est sorti en 2e ronde il y a plusieurs années. Est-ce que sous l'ère de Ken Hughes, est-ce qu'on sera capable d'aller chercher ces petits diamants-là et arrêter d'aller chercher des Jacob Delarose de ce monde en 2e ronde qui ne vont pas très, très loin, malheureusement. Seul le temps va nous le dire. Mais bon, en attendant, félicitations aux Stars qui ont vu juste avec Robertson et que c'est carrément un des piliers à l'attaque là, du côté de Dallas. Oui, puis c'est impressionnant. Hein? Il y a le même nombre de points qu'il y a le nombre de matchs joués, 101 matchs joués, 100 points. Donc, c'est un vol, un petit vol à 39e position, comme tu dis. Puis, je vais avoir l'occasion de le voir jouer probablement le 17 parce que je vais être là pour ma fête aux Canadiens. Donc, c'est samedi prochain que je vais voir le Kraken de Seattle au Centre Bell. Oh, c'est bien ça. Très heureux de pouvoir voir le Kraken live. Donc, on va avoir une semaine de hockey en real. Donc, c'est parfait, ça. Donc, oui, puis il ne faut pas oublier que c'est un choix de 39e au total, mais en 2017, hein, ça fait quand même 5 ans. Donc, on a été patient du côté de Robertson avec Dallas. Et il a chemin gradué l'année passée. Donc, je pense qu'il faut être patient. Puis c'est de bon signe avec les jeunes en bas.
avec le Rocket. On en parlera peut-être un petit peu plus tantôt, mais je pense que les Stars ont un bon système de développement puis ils ont fait ce qu'il fallait avec Robertson, là, ça paraît présentement. Là. Maintenant, le coup de pied de la semaine. Puis on a eu de la difficulté, les deux, à en trouver un. Et j'en ai même trouvé deux, finalement, sur le tard, mais mettons un et demi, parce que l'autre, c'est un petit coup de pied. L'autre, c'est un drop kick là, directement dans la gueule. Vas-y, je te laisse aller. Non, je vais te laisser y aller en premier. OK, parfait. Écoute, j'en avais deux petits, moi, puis j'ai hésité entre les deux, puis même quand tu parlais de Robertson, je l'ai changé. Écoute, je voyais par les Hallers. Je voyais pour les Hallers, mais pas pour l'équipe en général. Je voyais pour le leadership de cette équipe-là. Pas parce qu'ils ont perdu contre le Canadien d'une façon complètement animique, seulement parce que de plus en plus, je regarde cette équipe-là, puis j'en ai parlé avec mon père pendant la semaine de relâche. Mon père est un grand fan des Hallers depuis toujours, puis on dit toujours la même chose quand on regarde les Hallers. C'est une équipe qui est bourrée de talent, une équipe qui compte les deux meilleurs joueurs de la Ligue nationale au niveau de talent, mais qui fait rien. Oui, ils sont quatrième dans leur division ou troisième, là, je ne me souviens pas, mais c'est une équipe que si ces deux joueurs-là ne produisent pas, ils ne sont pas là à chaque soir, malheureusement. On n'a pas de relève en arrière, on n'a pas de joueurs qui semblent vouloir tirer la charrue avec eux autres. Puis je trouve ça dommage parce que j'espère que ce ne sera pas du talent gaspillé. Oui, on fait des points, oui, on gagne des millions, puis on fait la pluie et le beau temps du côté des points là-bas, puis de Draisaitl, puis McKinnon. Pas McKinnon, mais McDavid. Mais je sais pas, ça fait une couple de matchs que je les vois jouer. À soir, justement, on en parlait avant le podcast, c'est la grosse bataille de l'Alberta. Ça va être un super bon match entre Calgary et Edmonton. Mais j'aimerais ça voir cette équipe-là prendre un peu plus de leadership. On a greffé tellement de joueurs à cette équipe-là pour avoir apporté ce leadership. Ça fonctionne pas. Est-ce que le problème sera McDavid à long terme? Est-ce que Draisaitl est un problème aussi? On ne le sait pas. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de squelettes dans les placards des Oilers. Puis malheureusement, ça commence à apparaître de plus en plus. Cette équipe-là tarde à gagner, tarde à être dominante. Ce qu'on voit avec Toronto. Là. Toronto, au moins, à saison régulière, sont dominants. Ce qu'on ne voit pas avec les Oilers. Effectivement, les Oilers, c'est un peu une boîte à surprise à chaque saison. On sait que Draisaitl et McDavid vont faire la job. Par contre, c'est après qui va emmener les points. C'est là la grande question. Puis je vais revenir, on en parle à chaque fois, mais le gardien de but, c'est un autre dossier qui n'est pas réglé non plus. Et ça n'aide pas. Je veux dire, au moins, si tu avais un exemple, un Vasilevski devant le filet ou un gardien de cette trempe-là, ben, les soirs que McDavid et Draisaitl prennent congé, entre guillemets, qu'ils ne produisent pas, ben, tu sais que tu vas avoir quand même une chance de gagner parce que ton gardien peut en voler une. Par contre, maintenant, si tu as Draisaitl et McDavid qui sont blanchis de la feuille de pointage, bonne chance pour gagner un match parce que c'est pas Mike Smith et c'est pas Mikko Koskinen qui vont te voler des games, malheureusement. Il l'a fait pendant un certain temps. Koskinen l'a essayé de le faire pendant un certain temps, mais on ne peut pas gagner des victoires vers seulement 40 lancés par match. Non, c'est ça. Puis tu sais, les Warriors n'ont jamais eu un gardien de qualité comme Carey Price, comme Vasilevski. Donc, si l'attaque ne fonctionne pas, ben, le soir que tu vas marquer juste 3 au lieu d'en marquer 5, ben, tu vas perdre 4-3. C'est ça qui est dommage. C'est que c'est bien rare que les Warriors ont remporté des duels défensifs. Il faut que leur attaque explose parce que sinon, leur défensive, elle, va soit les laisser tomber. Puis c'est encore ça qu'on voit cette année. Puis perdre contre le Canadien à domicile, ça n'aurait pas dû arriver pour vrai. Là. Je veux bien croire que le Canadien est une équipe transformée sous l'ère de Martin Saint-Louis, mais cette équipe-là n'est pas supposée de se faire battre par le Canadien. C'est là que tu vois que si tu travailles, tu as de l'ardeur au travail, tu vas remporter des matchs contre les Oilers. C'est ça qui est le problème. T'sais, même si tu donnes de l'ardeur au travail contre les Panthers présentement ou contre l'Avalanche du Colorado, tu vas probablement te faire déclasser quand même, que tu veux le plus que tu veux au monde. Ces équipes-là ont du talent à revendre puis ils ont aussi la profondeur. Ce qu'on n'a pas que les Oilers. C'est pas normal que les Oilers, justement, on est capable de OK, mais si on travaille plus fort que les autres, on va gagner. C'est pas supposé pour moi. En tout cas, selon moi, pour une équipe avec autant de talent, c'est pas supposé. Moi, mon coup de pied, est-ce que tu en avais un deuxième? Tu avais dit que tu en avais deux petits? Vas-y. C'est bon. Moi, je vais y aller. J'en ai deux. Je vais y aller avec mon premier. On parle de gardien de but qui ne fait pas le travail, Matt Murray. Aïe, aïe, semaine difficile pour Matt Murray qui a gaulé 2 matchs. Attention, voici les statistiques. Il a gaulé contre les Lightning de Tampa Bay pour 773 d'efficacité et contre les Coyotes de l'Arizona pour 742 d'efficacité. Ouch. Oui. Contre le Lightning, je peux comprendre. C'est quand même une très bonne équipe, mais contre les Coyotes de l'Arizona, tu gaules pour 700. Ouf. Puis j'ai regardé le match, là, puis c'était pas chic. Des deux côtés, c'était pas chic. Mais là où j'ai eu bien de la misère,
c'est que les Coyotes ont mené 4-0 à un certain moment dans le match. Les Sénateurs ont égalisé ça 4-4, puis sont même allés chercher le but qui prenait l'avance à 5-4. Et c'est à ce moment-là que Matt Murray fait une sortie vraiment hasardeuse de son filet qui coûte le 5e but des Coyotes de l'Arizona. C'est 5-5. Puis après ça, les Coyotes n'ont plus jamais regardé derrière. Mais ce but-là a fait une énorme différence. Le gardien est payé 6,2 millions, je pense, de quoi de même par année. Puis tu fais des sorties de la sorte contre une équipe. Les Coyotes de l'Arizona, c'est pas les Flames, c'est pas l'Avalanche non plus. Là. Je veux bien croire que les Sénateurs, c'est pas le club le plus performant non plus. Ils sont sur 5 défaites consécutives d'ailleurs. Ouais. Mais contre les Coyotes de l'Arizona, tu es censé te gauler pour plus que 700. Là. T'es supposé, oui, effectivement. Normalement, tu es censé te gauler pour plus que 700. Oh, fait que, non, j'aime vraiment pas la saison en général de Matt Murray. C'est un gardien qu'on paye de gros millions du côté d'Ottawa. Et ça confirme. Je ne veux pas dire que ça confirme en tant que tel, mais on voit que quand tu as une très bonne équipe devant toi, des fois, c'est facile de gonfler les statistiques d'un gardien de but. Puis là, je parle évidemment du séjour de Matt Murray avec les Penguins de Pittsburgh. Parce que là, on l'envoie avec une équipe qui a beaucoup moins de profondeur, beaucoup moins de talent. Une équipe qui est très prometteuse. Par contre, là, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de bons jeunes joueurs, mais qui ne sont pas encore rendus là. Et ça sort des games de 700 contre les Coyotes de l'Arizona. C'est là qu'on voit que, finalement, Murray, les Pingouins, ils devraient lui envoyer une petite lettre avec un chèque aux Pingouins et dire merci pour le beau contrat, parce que si c'était pas de vous autres, j'aurais pas ce contrat-là probablement. Oui, écoute, puis tu sais, on en parle vaguement, mais on le savait quand que Marc-André Fleury est parti des Pingouins que ça ferait ça. Puis écoute, il gagne encore une fois, Marc-André Fleury montre son utilité, mais on peut dire merci à l'organisation des Pingouins parce qu'on a réussi quand même à avoir une équipe gagnante dans les dernières années, malgré le départ de nos deux gardiens, là, parce que tu perds Marc-André Fleury, puis finalement tu te dompes, c'est vraiment ce qu'ils ont fait avec Ottawa. Là. Merci, bonsoir. Là. Avec donc ouais, du côté des Pingouins, on peut dire merci, oui, on peut dire merci aux Pingouins d'avoir donné ces contrats-là, c'est sûr et certain, Matt Murray. Et mon deuxième coup de pied, c'est un petit coup de pied, puis c'est pas vrai envers la personne en tant que telle, mais c'est la situation de Mathieu Darche. Ça fait 3 équipes qu'il rencontre pour être en liste pour être GM. Il a rencontré le Canadien, les Ducks d'Anaheim et les Blackhawks, puis aucune des 3 équipes qui ont fait signe malheureusement. On va parler des Blackhawks justement dans quelques instants. Ouais. Je trouve ça juste poche pour Mathieu Darche parce que je trouve que c'est vraiment une très bonne tête de hockey. Je suis convaincu qu'il va se trouver un job ailleurs. Ça, je ne suis pas inquiet, mais je trouve ça juste plate pour lui qu'après 3 entrevues, les 3, il a été mis de côté. Est-ce que c'est moi qui le surestime ou est-ce que c'est juste... Ça ne cliquait pas que les équipes nécessairement, je ne sais pas, mais je trouve ça juste dommage pour Mathieu Darche. Je pense que c'est partie remise dans son cas. Mais j'aurais aimé ça le voir avec le Canadien. Puis c'est pas une flèche envers Kent Hughes, au contraire. Mais puis on a parlé là, au début, là, lors de la processus d'embauche là, du GM pour le Canadien. Moi, j'avais dit que mon choix, c'était Darche. Ouais. Mais visiblement, là, quelque chose qui cloche avec lui et que ça ne fonctionne pas avec les autres équipes non plus. Ouais, écoute, on peut donner ça peut-être sous l'effet de l'expérience. Pas très longtemps, Mathieu Darche joue encore au hockey. Puis je pense qu'aussi, on a peut-être surestimé Mathieu Darche pour une chose. C'est où ce qui est présentement. Donc, c'est sûr que tu es en bas de Julien Brisebois. Est-ce que c'est vraiment Julien Brisebois qui prend toutes les décisions probablement? Mais est-ce que c'est difficile peut-être de se démarquer là, quand tu as probablement le meilleur DG ou en tout cas dans le top 3 de la NHL devant toi. Donc, oui, tu peux avoir une des belles lettres de référence, mais si tu arrives à une entrevue, puis finalement, mais c'est peut-être so-so. Donc, je pense que ça manque d'espérance un petit peu chez Mathieu Darche. Puis écoute, c'est parfait, c'est parti remise. Là. Il est encore très jeune. On continue de se perfectionner avec le Lightning de Tampa Bay, puis au pire, il va juste prendre du bagage. Faut pas se leurrer. On va en parler de Kyle Davidson tantôt, là, mais sa fiche de route, là, il a eu du temps avant qu'il soit DG aussi. Là. Donc, il faut quand même être patient au niveau de Mathieu Darche. Justement, tu viens de faire le lien, alors, les Blackhawks de Chicago qui ont nommé Kyle Davidson là, comme directeur général là, de l'équipe. Je pense que c'est mentionné par intérim, mais la façon qu'il a annoncé ses couleurs, d'après moi, il va être là pour un petit bout. Avant d'y aller justement avec qu'est-ce qu'il a comme plan en tête, un peu la feuille de route de Kyle Davidson. Seulement 33 ans, donc c'est quand même très jeune. C'est un peu dans la lignée des Carl Dubas là, du côté des Maple Leafs de Toronto. Qu'est-ce qu'il a fait, notre cher ami Carl Davidson? Bien, comme tu as mentionné, là, il a été quand même très longtemps là, avant d'être directeur général. Là, ça fait plus de 10 ans qu'il est avec les Blackhawks de Chicago. Il a été un peu dans le volet d'administration. Il a été également assistant GM là, depuis 2019-2020. Donc, a mangé son pain noir avant d'être nommé directeur général. A également travaillé un petit peu là, avec les sénateurs d'Ottawa, mais vraiment pas longtemps. Donc, du côté de Carl Davidson, c'est
une feuille de route, je dirais pas hyper impressionnante, mais il a quand même là, fait un long chemin là, avant d'être directeur général. Et là, ce qui est le plus intéressant dans tout ça, c'est la déclaration qu'il a faite par la suite. Il a mentionné là, que lui, il voulait reconstruire les Blackhawks de Chicago. Donc, on va entrer dans une phase de reconstruction. Et d'ailleurs, il a fait ça quand même avec classe parce qu'il a parlé de ça avec ses vétérans avant d'annoncer ça publiquement. Donc, il en a parlé avec Patrick Kane et Jonathan Toews afin de savoir là, si eux ils embarquent ou pas là, dans cette phase-là de reconstruction. Et là, justement, la raison pour laquelle je voulais t'amener sur ce sujet-là, je veux qu'on discute un peu de qui va rester du côté des Hawks et qui va partir. Parce que le but d'une reconstruction, évidemment, c'est un peu de faire comme les Coyotes de l'Arizona. C'est pas mal de liquider, aller chercher des choix au repêchage, des espoirs. On ne fera pas de reconstruction si on garde tout le monde dans la formation. Et là, ça m'amène à la question, qu'est-ce qu'on fait avec Patrick Kane et Jonathan Toews? Parce que c'est les deux vétérans qui sont les leaders de cette équipe-là. Les deux deviennent joueurs autonomes sans compensation dans 2 ans, donc après la saison de 2022-2023. Les deux gagnent 10,5 millions par année. Les deux ont 33 ans. Selon toi, est-ce qu'on assiste dans les derniers 1000 de ces deux vétérans-là de l'équipe ou si tu penses que l'équipe va peut-être en garder un sur deux ou peut-être même les deux là, à titre de vétérans justement pour les jeunes? Ce qui m'accroche un petit peu au niveau de ces deux joueurs-là, c'est Patrick Kane est la pierre angulaire des Blackhawks depuis les 10-12 dernières années. Mais on a été greffé un Seth Jones, puis on a gardé Alex DeBrincat aussi. Donc, selon moi, s'il y a une personne qui va rester à Chicago, ça va être Patrick Kane. Au niveau de Jonathan Toews, oui, c'est un bon leader. Présentement pas les statistiques qu'on lui connaît, mais revient de 2 ans là, sans avoir vraiment joué à cause de cette espèce de maladie qui a tapé dessus. Donc, est-ce que vraiment on va vouloir y aller avec un Jonathan Toews en dehors? C'est sûr que si on veut aller chercher tout de suite des choix repêchage rapides et avoir des bons choix repêchage, Patrick Kane reste une valeur incroyable sur le marché. Est-ce qu'une équipe va aller pouvoir payer 12 millions ou 10,5 millions l'année prochaine pour lui? C'est difficile à dire. Vraiment, il faut que les Blackhawks retirent du salaire. Mais si on veut reconstruire au niveau des Blackhawks, je pense que Kyle Davidson va falloir qu'il y aille vraiment stratégiquement. Il y a beaucoup de joueurs dans cette équipe-là qui ne donnent rien. On a cherché un Tyler Johnson l'année passée qui cette année marche blessé, ne fonctionne pas non plus. Donc, on a un Kirby Dash encore, même chose. On a Kubalik qui ne fonctionne pas vraiment cette année. Dylan Strome qui commence à tarder un petit peu aussi au niveau de la production offensive. Donc, oui, on veut reconstruire chez les Blackhawks. D'ailleurs, hein, on n'en parle pas, mais en 2007, là, Patrick Kane en 2007, les Blackhawks étaient en train de reconstruire justement. Donc, ça prend même pas 14 saisons plus tard. On reconstruit encore chez les Blackhawks. Donc, c'est un pattern qui est un peu connaissable au niveau des partisans. Mais si je serais le DG présentement, si je veux avoir de la valeur marchande puis repartir à 0-0, on échange Patrick Kane. De mon côté de Jonathan Toews, je pense que dépendamment comment il se sent dans 2 ans, je ne sais pas s'il prendrait même sa retraite versus sa maladie. Donc, je ne sais pas s'il est vraiment revenu à 100%. On ne sait pas non plus comment il se sent. Il ne donne pas beaucoup d'entrevues. On n'a pas beaucoup de notes sur lui au niveau d'Internet. Donc, c'est peut-être quelque chose qu'il va envisager après son gros contrat là, de 10 ans là, qui va se terminer en 2024, comme tu disais. Mais de mon côté, si on veut liquider, il va falloir liquider tout le monde. Là. On ne pourra pas garder des jeunes, on ne pourra pas garder des joueurs à des gros contrats. Ce que l'on voit que le Canadien qui ne fait pas présentement, parce que là, on commence à gagner puis on commence à avoir du fun. Là-bas, ça ne gagne pas. Donc, la seule chose qu'on sait, c'est que Marc-André Fleury a dit clair, net et précis que attendez une minute, moi, je ne vais pas partir de Chicago. Je ne suis pas prêt à partir de Chicago. Moi, je pense qu'il ne se bat pas pour une Coupe Stanley. Il en a gagné déjà 2 ou 3. 3, excuse. Donc, c'est pas quelque chose vraiment qui va le déranger. S'il est bien à une place, il va y rester. Donc là, si tu gardes un Marc-André Fleury, tu gardes un Patrick Kane, tu gardes un DeBrincat, tu gardes un Seth Jones, est-ce que tu rentres vraiment en phase de reconstruction ou tu fais un fameux reset à les Rangers? Ça va être difficile à voir, mais selon moi, si on garde quelqu'un, ça va être Patrick Kane à Chicago. Écoute, moi, je pense que lorsque tu regardes qu'est-ce que les Hawks ont présentement comme choix au repêchage, leur banque d'espoir et tout ça, je pense que tu n'as pas le choix de liquider pas mal tout le monde. Et ça comprend Patrick Kane et Jonathan Toews parce que, probablement, tu ne peux pas te permettre de perdre les deux pour absolument rien. Donc, tu ne peux pas les laisser leur contrat s'expirer puis juste rien avoir en retour de ces joueurs-là. Je pense qu'il faut que tu les échanges. Fleury, même s'il dit qu'il veut rester à Chicago, moi, je pense que les Blackhawks vont quand même essayer de l'échanger parce que ça pourrait rapporter facilement un choix de première ronde, peut-être un choix de 2 ou un espoir intéressant. Puisque cette année, les Blackhawks n'ont aucun choix de première ronde. Ils ont un choix de 2
ils ont 3 choix de 3, puis c'est pas mal ça. Après ça, en 2023, ils ont un choix de 1, puis ils ont 2 choix de 2, puis après ça, ils ont un choix par ronde. Donc, tu sais, ils ne sont pas vraiment équipés pour faire une grosse reconstruction. Lorsque je regarde l'alignement, moi, je pense que l'équipe va reconstruire autour des Alex DeBrincat puis des Kirby Dach. Je pense que c'est les deux pas mal là, l'avenir là, du côté des Hawks à l'attaque. Dylan Strome, je pense qu'il va quitter éventuellement. Kubalik, possiblement aussi. Tyler Johnson, lui reste encore 3 ans à son contrat. Ouais. Sinon, les autres joueurs, c'est pas mal des joueurs de profondeur. Lorsqu'on regarde les meilleurs espoirs de l'équipe, lui qui est peut-être le plus proche de jouer dans la LNH, c'est Lucas Reichel, qui joue présentement du côté des Ice Hawks de Rockford, qui a 36 points en 37 matchs, donc possiblement presque un point par match depuis le début de la saison. Lui, ça a été un choix de première ronde en 2020, donc quand même un choix assez récent. Il a joué 5 rencontres aussi avec les Hawks cette année, il n'a pas eu de points cependant, mais c'est pas mal lui qui cogne à la porte, mais sinon, il n'y a pas tant d'espoir de grande qualité non plus du côté des Hawks. On a peut-être un Ian Mitchell en défensive qui a 25 points en 41 matchs, encore une fois, dans la Ligue américaine, a 22 ans seulement. Donc, ça peut être un joueur intéressant, mais sinon, du côté des Hawks, c'est assez mince là, pour la banque d'espoir en termes de qualité. Donc, pour cette raison-là, je pense qu'ils n'ont pas le choix d'aller liquider les Kane et les Taves. De toute façon, à 33 ans, dans ces eaux-là, tu ne sais jamais quand ça va être la saison de trop, entre guillemets, où ils vont commencer vraiment à régresser. Puis que, tu sais, comme un gars comme Patrick Kane, peut-être un peu moins, parce que lui, il est vraiment bourré de talent, il est rapide, il a encore des bonnes mains, puis ça ne se perdra pas dans les 2 prochaines années. Mais les Taves, sa production qui n'est pas très constante, puis en plus, comme tu as mentionné, il a raté beaucoup de matchs là, dans les dernières années. Donc, lui, c'est peut-être un qui devrait quitter. Mais pour répondre à la question, là, puis donner mon verdict final, je pense qu'il faut liquider tout le monde. Sauf peut-être les DeBrincat puis Kirby Dach, c'est pas mal les deux qui vont rester. Là. Tu sais, je pense pas que tout le monde va partir non plus. Il y en a qui vont rester là-dedans. Mais je pense que les deux intouchables du côté des Hawks, c'est DeBrincat puis Kirby Dach. Ouais, ça fait du sens. Ça fait du sens. Comme tu dis, est-ce qu'on reconstruit pour la peine ou on reconstruit pour. De toute façon, le processus a déjà été fait avec à Chicago, puis on sait comment le faire. Puis je vais te dire, bien franchement, si tu regardes la feuille de route de Carl Evanson, elle n'était pas très loin de Chicago quand ça s'est fait de toute façon. Donc, c'est un gars qui connaît la job. Ça va être une job difficile, mais c'est un gars qui va venir probablement la faire là, à la dure, là, comme ils sont habitués de le faire à Chicago. Sinon, si on parle maintenant un peu de la dernière semaine du Canadien, encore une fois, une semaine assez positive là, dans l'ensemble. Le Canadien là, qui avait joué contre les Oilers samedi, mais ils ont joué également, le temps que je retrouve le calendrier, ils ont joué contre Calgary et Winnipeg. Ils ont perdu 8-4 contre les Jets dans un match quand même divertissant. C'était vraiment pas chic, mais tu sais, le Canadien était quand même dans le coup là, pour une majeure partie du match. Grosse victoire contre les Flames à Calgary en prolongation, puis ensuite une grosse victoire contre les Oilers d'Edmonton. Qu'est-ce que tu retiens de ce passage-là dans l'Ouest jusqu'à maintenant, là, du côté du Canadien? Qui n'ont jamais été déclassés. Je pense que c'est ce qui me rend le plus, pas perplexe, mais qui en tant que. Je te dirais bien franchement, avec la nouvelle organisation, de plus en plus, j'aime le Canadien. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus dans la vieille Guinée qu'on était avant. Mais je trouve que, je te dirais, là, depuis 6-7 rencontres, là, on n'est jamais déclassé. Donc, ce qui est impressionnant, c'est de voir que le Canadien travaille fort, mais qu'en même temps que le talent ressort. Puis on en a parlé le dernier podcast, je pense que les joueurs jouent par instinct. Puis je pense que c'est ça la différence entre une équipe de hockey et une équipe de solutions comme on avait avec Dominique Ducharme. Donc, ce que j'aime voir, c'est ça. C'est la rapidité qu'on a. On est rapide sur la rondelle. On est créatif, ce qu'on n'a jamais vu chez les Canadiens depuis très longtemps. Puis écoute, on donne l'ardeur au travail, mais on va chercher des points. On va chercher des points opportuns. On marque des buts quand il faut. Écoute, on a un dernier stretch à faire. On ne fera probablement pas les séries, mais on ne les fera pas, c'est sûr. Mais au moins je pense pas qu'on a dans la tête encore de tanker. Mais en même temps, si on continue à ce rythme-là, on va probablement finir dans quand même 28, 29, 30 ou 31 ou 32. Donc, le dernier top 5. C'est sûr qu'on aimerait peut-être avoir un top 1 l'année prochaine, mais je pense qu'on peut quand même voir comment ça va aller. Puis moi, la question que j'ai, c'est on va-tu vraiment échanger tous ces joueurs-là qu'on pensait échanger il y a un mois? C'est là que la question est. Puis moi, je pense que c'est là que l'organisation doit faire pas un choix, mais doit se dire bon, ben OK, on fait quoi présentement? Là, parce que c'est plus la même game qu'on avait depuis qu'on est arrivé là-bas. Là. Puis, tu sais, quand on pense qu'ils sont déclassés, ben, ils reviennent en force. C'est comme le match contre Winnipeg, ça avait vraiment mal débuté. Je pense que c'était 3-0 Winnipeg à un certain moment, puis les Canadiens qui sont revenus là, dans le match. Puis, tu mentionnes un bon point parce que là, on voit que l'équipe est capable de gagner sous les ordres de Martin Saint-Louis. Donc,
est-ce qu'on est si proche que ça du dernier rang ou si la performance qu'on a cette année, c'est un peu teinté en raison du passage de Dominique Ducharme, que ça ne fonctionnait vraiment pas? Tu sais, la question que je veux poser, en fait, c'est si Martin Saint-Louis était là depuis le début de la saison, le Canadien est où aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont dans le bottom 5 de la Ligue? Pas si convaincu que ça. Fait que là, si on garde cette idée-là en tête, ben là, comme tu as mentionné, qu'est-ce qu'on fait avec Petrie? Qu'est-ce qu'on fait avec Sherrod? Qu'est-ce qu'on fait avec Lekonen? Tu sais, si tu te débarrasses de tout ce monde-là, ben, ça va être un pas derrière que le Canadien va faire pour l'an prochain. Alors qu'on sait que le Canadien est capable de rivaliser ou du moins de jouer du bon hockey contre des grosses équipes. Ils ont battu Calgary. Là, Calgary, c'était l'équipe de l'heure. Ah, c'est Ils ont encore battu l'équipe de l'heure. Edmonton à domicile, même si on mentionne leur inconstance. Non, ils n'ont pas juste gagné contre Edmonton, ils ont dominé Edmonton. C'est ça qu'il faut dire aussi. Là. C'est beau de gagner 3-2 puis ton gardien fait des saves, là, mais ce game-là, c'est pas le goaler qui a fait la différence. On a complètement dominé les Oilers à domicile. Là. Complètement. Donc, tu sais, à un moment donné, puis même contre les Jets, oui, on perd 8-4, mais on perd 4-0 après quoi? Une période. On a à peu près 8 tirs, ils en ont 16, puis on revient 4 buts de suite après. Là. Anderson a marqué 3 buts, on est revenu 4 buts collés. Là. Donc, c'est pas le Canadien début de la saison qui aurait fait ça. On aurait perdu probablement 12-1 rendu là. Fait que, tu sais, c'est comme tu dis, tu sais, donne 5 victoires de plus au Canadien, puis on est quand même rendu 6e dans la division d'Atlantique. Donc, est-ce qu'on est vraiment loin des Bruins à 72 points si Dominique Ducharme n'est pas là au début de la saison? Ça, c'est une grosse question à se poser. Puis encore une fois, on n'est pas là pour lancer des pierres à Dominique Ducharme. On se rend juste compte que le système ne fonctionnait pas puis que les joueurs n'ont pas adhéré. Point. C'est correct. C'est correct de ne pas adhérer à une chose. Là. Ça arrive dans la vie de ne pas adhérer à des choses. Mais présentement, là, tous les joueurs le disent unanimement. On a du fun à jouer. Je ne sais pas si tu as vu hier en même temps la photo de Joel Edmondson sur Twitter, là, comment que le souper des recrues avec il était habillé en scuba diving là, dans la plongeur. Donc, c'est super drôle. Puis je pense que les gars ont du fun. Donc, écoute, quand tu as du fun, tout peut arriver. Ils sont quand même 7-3 dans leurs 10 derniers matchs. Là. Je sais pas si tu sais, là, mais... Tu sais, oublie pas que le Canadien, justement, n'a pas Edmondson dans la formation, n'a toujours pas Dvorak dans la formation, n'a toujours pas Drouin dans la formation. Et le Canadien a battu dans le dernier mois Toronto, Saint-Louis, les Islanders. Oui, cette année, ça va pas très bien, mais normalement, on considère ça comme une équipe quand même très potable. Mm-hmm. Fait que, tu sais, c'est dur de gager comment le Canadien peut se comporter. Puis, tu sais, si on regarde, mettons, tous les effectifs présentement, puis qu'on ajoute en plus un choix top 10 qui ne jouera peut-être pas l'an prochain nécessairement si ce n'est pas Shane Ryan, mais mettons, dans 2-3 ans, tu ajoutes ça en plus dans ton noyau, en plus des Caulfield ou des Suzuki. Tu sais, ça va commencer à être intéressant, cette équipe-là. Le seul point d'interrogation, par contre, c'est la situation de Price. Parce que je ne pense pas que le Canadien peut être une équipe de premier plan avec comme duo Samuel Montembeault et Andrew Hammond comme gardien de but. Puis c'est rien contre ces deux gardiens-là. Non. Ils font le travail à court terme, oui, mais une saison de 82 matchs, tu ne peux pas te fier sur un tel duo. Fait que c'est un peu la situation de Price qui va un peu dicter qu'est-ce qu'on va faire, je pense, du côté du Canadien au deadline. Tu sais, mettons, à la date limite des transactions, on sait que Price est encore vraiment loin d'un retour au jeu puis qu'on ne sait pas en tout en plus s'il va revenir la saison prochaine. Là, il faudra peut-être envisager de, oui, prendre un pas de recul, liquider certains joueurs puis essayer de mieux rebâtir. Et peut-être dans une des transactions qu'on va faire avec, que ce soit Sherrod, Petrie ou Lekonen, aller chercher un jeune gardien prometteur pour justement essayer de se couvrir de ce côté-là. Mais si on sait que Price va peut-être revenir cette année ou qu'on a pas la certitude, mais qu'on a des très bonnes chances de croire qu'il va être là au début de la saison prochaine, ben là, oui, tu considères de garder un Sherrod, tu considères de garder un Petrie. Lekonen, moi, honnêtement, je le garderais peu importe la situation. Là, je pense que c'est un joueur qui... Il a encore marqué justement dans les derniers matchs. Je pense qu'il est deuxième meilleur buteur du Canadien en ce moment. Là, cette année, il score, c'est ça la différence. Habituellement, il frappait pas l'eau avec tomber de la chaloupe, mais là, il score. Je veux dire, il y a des points cette année, puis il produit offensivement. C'est le meilleur des deux mondes. Là. C'est le seul joueur régulier qui est à 0, dans le plus ou moins. Il est 0. Ça veut dire que c'est le seul joueur du Canadien qui joue la game de on and off. Là. Fait que c'est un asset incroyable chez le Canadien présentement. Tu parles de Carey Price, c'est une mention d'arabe que j'avais tantôt. Je ne sais pas si tu Patrick Friolet un petit peu au niveau de Twitter, mais on sait beaucoup de vidéos de Carey Price cette semaine. Donc, Carey Price qui patine de plus en plus fort. On voit qu'il fait des déplacements dans son filet, travaille vraiment les deux genoux, mais on voit vraiment que son genou gauche a plus de difficulté. Mais même du côté du Canadien, je pense qu'on
Carey Price voulait rejouer cette année. Je pense que si ça arrive, ça va peut-être arriver dans le dernier match, dans la dernière semaine, juste pour voir s'il est correct. Mais moi, je suis confiant l'année prochaine qu'il soit de retour. Je pense pas qu'on est prêt à lancer la serviette sur Carey Price. Pourquoi? Parce que c'est l'emblème du Canadien depuis trop longtemps. Puis je pense qu'au bout de la ligne, il a peut-être pas le goût de partir comme ça. On n'a pas de place à l'envoyer de toute façon sur son contrat. Puis moi, je pense qu'on en parle du Canadien, mais je pense qu'il y a un bon point qui a été mis cette semaine, puis ça a été mis par TSN. Là, les gars de TSN, on n'en parlait pas, mais le contrat de chez Weber devrait être racheté probablement par les Prédateurs à Nashville, qui serait pas mal la meilleure solution pour eux autres. Là, cette année, Marc Bergevin a réussi à déguiser la retraite de chez Weber. Mais si on est capable de libérer ce contrat-là puis de le renvoyer à Nashville, donc on libère la grosse masse salariale, puis là, on peut aller chercher un joueur d'impact. De mon côté, si je suis Ken Hughes puis Gordon présentement, j'échange personne pour l'instant, à moins d'avoir un prix incroyable. Jeff Petrie va bien présentement. C'est une mauvaise passe qu'il avait. Oui, il a fait des frasques. Oui, il était malhabile, on va dire, avec les médias et avec le public, avec les fans. Mais que voulez-vous? Quand ça va mal puis tu vois du noir, tu vois du noir. Au niveau de Ben Sherratt, écoute, les cris du cœur de Nick Suzuki depuis une semaine ou deux par l'avis des médias, ils veulent absolument le garder. C'est un vétéran que tu dois garder. C'est pas un gars qui va embellir la patinoire, que le monde va acheter son jersey puis que le monde va scander son nom, mais qu'il fasse un but. Mais il est tellement difficile à jouer contre. C'est un gars qui est hyper respecté dans la Ligue nationale présentement. C'est un gars qui se présente à chaque soir, qui se fait remodeler la face sur le banc pendant que tout le monde est en train de regarder la game. Je ne sais pas si tu as vu les images autrefois. Il a reçu la POC sans mâchoire. Il était en train de se faire recoudre. Il était chacoté à côté d'Andrew Hammond sur le banc pendant que le jeu se faisait. Donc, c'est des joueurs comme ça que les jeunes joueurs vont apprécier à côté d'eux. Puis comme tu le dis, Lekonen, c'est un autre point. Lekonen, pourquoi on échangerait Lekonen? Pourquoi? C'est un gars qui peut te dépanner sur une 1 2-3 fois dans l'année. C'est un gars qui peut te dépanner sur une 2. C'est un gars à désavantage numérique qui ne fait jamais d'erreur ou presque. Il ne fait jamais compter des buts stupides. Il ne fait jamais de mauvaise passe, jamais de mauvaise sortie de zone. Il n'est jamais déporté sur la glace. Donc, c'est un gars qu'il faut que tu gardes dans ton alignement. C'est un joueur de troisième trio qui peut aller partout, qui est hyper, hyper, hyper demandant. Puis, tu sais, à moins que tu aies un choix de 1 et un espoir pour un gars de même, c'est un vol. Là, je veux dire, sinon, tu gardes ça. Là. Moi, je garderais tout le monde. En tout cas. Moi, honnêtement, on a déjà discuté. Moi, je pense que Sherratt, c'est lui que je changerais, mais encore là, pas n'importe quel prix. Si, comme j'en avais parlé, si on te donne un choix de 5 pour, je ferme la porte, je la barre, puis je me cache. Il n'y a aucune chance que je le laisse aller. Mais pour un choix de première ronde, puis un espoir quand même de qualité, mettons, on va dire B, là, à ce moment-là, je le laisserai aller. La simple et unique raison que Ben Sherratt, oui, c'est un joueur qui est respecté, c'est un joueur qui est tough. Mais si on suit au propos de Ken Hughes, lui, ce qu'il veut, c'est une équipe rapide, c'est une équipe qui agit rapidement sur la glace. Puis Sherratt, c'est un peu un joueur lent, malheureusement. Je pense que c'est plus un Caden Goulet qui va prendre sa place éventuellement ou Joel Edmondson qui va prendre sa place lorsqu'il va revenir au jeu. Mais encore là, je ne le laisse pas partir pour n'importe quel prix. C'est la seule chose que j'ai peur du côté du Canadien, c'est que justement, là, on s'emballe trop avec les récents succès de l'équipe. Puis on pense que cette équipe-là, c'est une équipe qui bien meilleur que qu'est-ce qu'on pense, mais alors que ce n'est pas nécessairement le cas, qu'on fasse le statu quo puis que la même situation se répète l'an prochain. C'est juste ça un peu ma crainte, alors que là, on a une chance justement de repartir sur les bonnes bases, aller liquider des contrats, parce que c'est surtout une question de contrat aussi. Tu sais, je veux dire, Jeff Petrie, il est signé à long terme encore, là. Tu sais, dans 2-3 ans, il va... Ça fait 1 an pour 5 ans. Il reste 4 ans sur son contrat. Fait que dans 2-3 ans, il va avoir l'air de quoi? Il va être rendu à quoi? 34-35 ans, Petrie? Tu sais, dès que Petrie perd sa mobilité, ben, il perd pas mal tout son asset, parce que c'est ça, son asset, de la mobilité puis la relance. Hors d'une blessure, là, ça fait quand même 10 ans qu'il est de même. Là, je veux dire. Moi, ce que je comprends, c'est pour Sherratt, je comprends, parce que c'est un joueur qui est, comme tu disais, un petit peu plus lent, puis probablement qui est présentement, il est en demande, probablement. En tout cas, si on suit à Pierre Lebrun, il doit avoir quasiment 8 équipes après. Là, fait que je peux pas croire qu'il n'y a pas de surenchère par rapport à ça. Là. Exact. Donc, si tu fais une surenchère jusqu'au 21 mars, tant mieux, fais-les. Mais échanger contre de quoi qui est du bon. Comme tu dis, si tu as un choix de première avec un espoir B ou C, à la limite, c'est pas grave. Ou un choix 1, un choix 2, ça se prend. Ou un choix 1, un choix 3, ça se prend aussi. Il n'y a pas de problème. Mais en même temps, si tu es pour l'échanger pour un choix de 2, ça n'en a rien. Échange-le pas. Signé pour 2 ans. Joel Edmondson va être là l'année prochaine cette année, puis après ça, lui va être là aussi, puis Goulet va arriver dans 2-3 ans. Anyway, le Goulet doit encore jouer dans la Ligue américaine ou dans le junior l'année prochaine. Je ne sais pas s'il peut encore jouer junior l'année prochaine, mais... mais normalement, les joueurs sous contrat rendus à 19 ans, ils passent à la Ligue américaine. L'année prochaine, il jouera à Laval. Ce qui est une bonne affaire, mais il doit jouer à Laval. Il faut arrêter de monter ces gars-là, même s'il a fait de belle impression cette année.
Donc, en entraînement puis en début de saison, il se doit de jouer avec le Rocket de Laval. Surtout qu'il y a un défenseur, ils vont je te coupe bien. 30 secondes, mais il y a un défenseur qui s'appelle Corey Schooneman qui fait très, très bien. Il peut facilement prendre le spot de 6e défenseur en attendant que Goulet se développe. Là, facile. C'est un défenseur, on pense qu'il est jeune, non, il est rendu à 25-26 ans. Fait que, il a quand même une bonne feuille de route, là, Schooneman. Puis quand il joue, écoute, il ne fait pas trop d'erreurs. Ça ne paraît pas beaucoup que c'est un joueur recru. Il peut facilement prendre le rôle de 6e défenseur en attendant que Goulet se développe. Là. Parce que je suis d'accord avec toi, je pense qu'au moins un an à Laval, là, ça ne ferait pas de tort. Oui, je suis d'accord. Schooneman, on n'en parle pas beaucoup parce que c'est pas un joueur électrisant, mais bien fait avec le Canadien. On a surpris plus qu'un, en tout cas, avec le Canadien. Il n'a jamais été déclassé ou presque. Présentement, il est blessé avec le Rocket. Mais tu sais, moi, j'écoute beaucoup le Rocket de Laval. Là. Moi, je travaille à côté. Fait que j'aime beaucoup aussi Marcotte qui fait l'Agro 91-9. Anthony Marcotte. Donc, moi, j'aime le regarder puis j'aime aussi l'entendre. Donc, si tu regardes ça, cette équipe-là est très bonne à Laval. Cette année, ça fait 2 ans qu'on a des équipes performantes. Cette année, les vétérans, les jeunes, ils poussent. Puis ça fait du bien de voir ça. Fait que si on peut envoyer ces gars-là dans un esprit gagnante, mais Goulet peut gagner. S'il gagne en série cette année, il va probablement aller jouer une semaine puis les playoffs, peut-être avec les Rockets s'il est capable. On a plein de joueurs aussi. Il y a Jordan Harris qui s'en vient aussi, probablement qu'on va essayer d'amener avec le Rocket le plus rapidement possible. Donc, il ne faut pas oublier ça non plus. Il y a plusieurs joueurs qui poussent en bas. Et moi, je pense que pour les 3 prochaines années, si on est capable de signer ou en tout cas de s'entendre avec ces défenseurs-là qui sont présentement avec le Canadien, avec les Chariot puis tout. Puis si Chariot, on peut donner un 2 ans peut-être encore ou un contrat de 3 ans. Je ne sais pas ce qu'ils demandent. On sait l'affaire, est-ce qu'il va demander un contrat à long terme, par contre? Là? Ça, c'est notre affaire. Ça va être difficile. C'est difficile à donner des contrats à long terme pour un défenseur en haut de 30 ans. Là. On l'a fait avec Petrie, puis on le regrette pas, mais oui, les agents demandent ça, mais ça reste quand même, c'est difficile à faire, là, selon moi. Sinon, on va parler d'un ancien Canadien qui est maintenant officiellement sur le marché des transactions. Notre cher ami Piquet Subban, que les Devils du New Jersey ont mentionné, là, qui était officiellement là, sur le bloc. On veut l'échanger. Lui, je pense qu'il tombe joueur autonome à la fin de la saison. De toute façon, les Devils vont nulle part. Mais la question, est-ce qu'il va y avoir vraiment preneur pour Subban, surtout au salaire qu'il demande? Les Devils n'ont pas le choix de retenir du salaire là-dessus. Je pense pas qu'ils vont donner je pense que c'est 9 millions qu'ils gagnent au complet. Pour la fin de l'année. Mais c'est parce que pour une équipe là, qui va aspirer aux séries et aller loin en série, qui va vouloir aller le chercher. Donc, il n'y a aucune équipe qui aspire présentement à la Coupe que 9 millions de plus. Donc, c'est sûr que les Devils vont devoir retenir du salaire. Mais même à ça, avec le jeu dans ces dernières années, on sait que ce n'est pas le joueur qui semble être le plus focus sur le hockey non plus, malheureusement. Est-ce qu'il y a vraiment une équipe qui va aller se risquer pour un Piquet Subban? Moi, je pense qu'il ne se fera pas échanger. Oh! Moi, je pense que personne ne va aller le chercher. Je pense pas qu'il y a une équipe présentement dans la course aux séries ou dans les séries qui va aller chercher un gars comme Piquet Subban. Tu vas aller faire quoi? Payer un gars 4,5, 5 millions pour le reste de la saison ou prendre un contrat qui reste? Pourquoi il va jouer 10 minutes sur le powerplay s'ils ont des powerplays? Je pense pas que Piquet Subban... Malheureusement, il a perdu ses lettres de noblesse dans la Ligue nationale. Je pense que si il va rejoindre les prochaines dans une équipe à bas salaire ou avec un contrat d'1 an ou 2 ans à chaque fois, malheureusement, ça va être ça. Piquet Subban n'a pas donné du bon depuis les 4-5 dernières années. Depuis la 3e année avec les Prédateurs, ça va pas bien. Puis écoute, c'est toujours la même chose avec Piquet. Est-ce qu'on a vraiment la tête au hockey ou on a la tête à sa marque personnelle? Là, ça vient le hanter. Là. Malheureusement, c'est un joueur qui est capable de contribuer, mais pas aussi fort qu'avant. Pas la même mobilité qu'avant. Toujours aussi mauvais défensivement. Donc, tu sais, si tu n'améliores pas ton sort, tu n'améliores pas ton style, tu n'iras pas chercher un contrat de fou non plus pour ton dernier contrat avec national. Fait que moi, je pense que tu ne seras pas échangé à la date limite pantoute. À moins que vraiment on prenne un salaire dans une équipe. Peut-être qu'il va être échangé avec un autre joueur pour un salaire ou que les équipes qui ont besoin d'un salaire. Peut-être, mais moi, je pense pas. Je pense qu'il va rester avec les Devils jusqu'à la fin de l'année, puis après ça, il va faire merci, bonsoir. Peut-être Subban, lorsqu'on regarde, là, c'est. En fait, ces saisons avec les Devils de New Jersey, son passage au New Jersey n'est pas très fructueux. Première saison, 18 points seulement en 68 matchs, moins 21. Deuxième saison, en 44 matchs. Il ne faut pas oublier que c'est la saison COVID, là, où les activités ont arrêté subitement, mais quand même 19 points en 44 matchs. C'est pas non plus hyper spectaculaire. Moins 16 encore. Et là, cette année, il y a 18 points en 53 matchs. Moins 8 encore. Donc, c'est pas... pour un défenseur grassement payé comme ça, c'est pas extraordinaire. Il est rendu à 32 ans. Peut-être qu'une équipe qui est vraiment désespérée va payer. Je pense pas qu'il va rapporter gros comme transaction. Là. Mais peut-être une équipe qui va vouloir se risquer.
Est-ce que c'est le fait qu'il joue au New Jersey qui ne l'aide pas non plus? Sa dernière saison à Nashville, il a eu quand même 31 points en 63 matchs, puis plus 5. Le New Jersey, ils n'ont pas eu des très, très bonnes équipes dans les dernières années. Donc, est-ce que c'est ça qui fait en sorte qu'il... défensive. C'est une équipe qui ne accorde pas beaucoup de buts. Fait que là, c'était juste plus 8. En tout cas, selon moi. Là. Ben, si on regarde, mettons, à titre de comparatif pour les autres joueurs, ben, évidemment, le plus et moins qui apparaît pas, t'es un peu. OK. Ben, je te dirais que pas mal tout le monde est dans le négatif. Mettons, si on regarde là, pour la saison l'an dernier, il y en a une couple là, que c'est froid. Là. Damon Severson, moins 20 lui aussi. Ishier, moins 16. Gusev, moins 15. Finalement, c'est pas mal tout le monde là, qui... Jack Hughes, moins 26. Okay, ouais, c'est peut-être le New Jersey qui ne l'aide pas non plus. Mais encore là, je veux dire, il n'y a pas de l'air dédié plus que ça au hockey non plus, même à ça. Fait que c'est un peu un gros risque à prendre. Je pense que ça peut être une acquisition intéressante à faire sur le marché des joueurs autonomes si tu réussis à l'avoir quand même à bas prix. Parce qu'il y a du talent, il y a un bon coup de patin. Il fait juste des gestes un peu cabochons, par exemple, avec ses croquants en jambes. Là, ça, il pourrait slacker ça, puis on serait tous bien heureux. Mais sinon, il y a un bon lancer frappé, il y a un bon coup de patin. Puis moi, je continue à dire, c'est pas mon souhait. C'est pas mon souhait. Je sais que tu te mets la main dans la face comme ça. Mais il a tellement exprimé son amour pour Montréal. Ça pourrait lui rallumer la flamme de revenir avec le Canadien. Mais, je le dis encore, je prends le temps avant lui. C'est correct. S'il me paye 1 million par année pour venir à Montréal, je vais le prendre. Non, écoute, je comprends ce que tu veux dire, mais à bas prix, il va y avoir des preneurs. Puis à bas prix, je pense que tu t'offres un contrat, je sais pas moi, de 3 ans, de 7,5 millions ou 8 millions, donc 2 points... Tu sais, proche de 3 millions par année, il va y avoir des preneurs. C'est sûr, c'est piqué sur Ben. Ça reste un ancien du Norris. Mais encore une fois, c'est un peu... je suis pas sûr que dans une chambre, c'est la meilleure chose à faire. Non, ça, c'est ça. On le voit peut-être avec les Oilers présentement. Patrick Kane fait des points, fait des buts, mais c'est vraiment ça qu'il fallait. Un Evander Kane, ça, avec les Oilers? Ouais, Evander Kane, c'est ça. Fait que, tu sais... Si Patrick Kane était avec les Oilers, par exemple... Non, excuse-moi, je me suis trompé. Là, imagine le trio, McDavid, Draisaitl, Patrick Kane. Ouf! En tout cas, en powerplay, il y aurait probablement 60%. Ça serait étourdissant en powerplay. C'est du lapsus, c'était un mauvais lapsus, mais oui, en tout cas, ça pour dire que les Devils ont confirmé qu'ils ne seraient pas sous Ben. C'était pas une surprise, je pense pas que personne n'était surpris là-dedans, mais c'est dommage pour lui. C'est dommage pour lui parce qu'il y avait tellement une belle avenir devant lui, puis il avait l'occasion de le faire ailleurs dans des marchés peut-être moins demandants. Ça s'est pas fait. Écoute, avant de passer sur je sais pas si tu avais des sujets en rafale que tu avais nommés, rapide, que tu avais pris moi, j'ai encaissé ça. J'ai encaissé ça cette semaine. C'est toi qui l'as? Oh, tabernache! Bon. Là, je ne sais pas ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Puis en plus, il y a même Stéphane Leroux qui en a parlé. Puis tu sais, c'est pas un coup de pelle d'en face à Stéphane Leroux, loin de là. Tu sais, je comprends que son métier, c'est d'écrire des articles, c'est de proposer des idées, c'est correct. Mais Alexis Lafrenière avec le Canadien, on peut-tu arrêter ça, s'il vous plaît? Hey, sérieux, depuis la dernière semaine, je vois du monde. Ouais, est-ce que le Canadien devrait changer son premier choix pour Alexis Lafrenière puis tout ça? Moi, je regarde ça puis je me dis, oh, mais pourquoi que les Rangers feraient ça? Donne-moi une raison pourquoi que les Rangers feraient ça. Honnêtement, si c'était l'an prochain, je comprendrais un petit peu plus. Parce que si c'était le choix d'échanger Alexis Lafrenière pour Connor Bedard, je signe en bas de la feuille tout de suite. Mais là, Shane Wright, il n'est pas supérieur à Alexis Lafrenière, selon moi. Ils sont pas mal égaux, puis je suis même pas sûr que Wright est vraiment meilleur que Lafrenière. Fait que pourquoi que les Rangers iraient échanger Lafrenière pour un gars qui est vraiment pas supérieur à Lafrenière? Je la comprends pas. Je comprends juste pas pourquoi que le monde amène cette idée-là. Jour après jour, je vois des tweets. Ouais, mais attends un peu, si on offre ça pis ça pour Lafrenière, les Rangers le feront pas. Ils le feront juste pas. Fait qu'arrêtez de gaspiller du temps avec ça. Lafrenière ne sera pas échangé au Canadien. Puis je pense que ça possiblement être la pire affaire qui pourrait lui arriver, c'est d'être échangé au Canadien à ce stade-ci de sa carrière. Ma montée de lait est finie. Tu peux y aller. C'est correct. Puis écoute, je vais dans le même sens que toi, là. Je sais pas si c'est partout ailleurs dans les autres villes de hockey ou dans les autres médias de hockey, mais on a une faculté au Québec d'être incroyablement imaginatif. Je vais dire les bons mots pour pas être... Mais tu sais, le pire, c'est que c'est même pas les médias... Ben, il y a Stéphane Leroux qui en a parlé,
Mais le trois quarts des autres, c'était vraiment juste des partisans à gauche et à droite là, qui voulaient juste avoir la C'est toujours des à partisans Montréal. à gauche et à droite. C'est toujours ça. C'est ça que je te dis. Je sais pas si c'est partout ailleurs. Là. Écoute, depuis une semaine, là, je sais pas si tu regardes les réseaux sociaux, là, il y a plein de. Oh, je les ai regardés. J'en ai un dans ma face. Là. Toronto Maple Leaf, le gars sur Twitter s'appelle Picker Go Vroom. Puis c'est marqué que le Call du Bus a acquired Jeff Petrie et Ben Sherrod dans un multi-trade deal avec le Canadien. Il faut arrêter, man. Arrêtez. Encore à télé, l'autre fois, ils se sont trompés. Ils ont annoncé un trade, puis c'était un faux trade. Qu'est-ce que c'est ça? Vos sources, s'il vous plaît. Le but de l'information, c'est d'avoir la bonne. Oui, d'avoir la plus rapidement possible, mais d'avoir la bonne. Puis ta montée de lait est bonne. Puis je suis content que Stéphane Leroux l'ait fait. Parce que Stéphane Leroux, au moins, il a du pouvoir un petit peu, puis il est assez écouté. Mais en même temps, il faut arrêter de capoter. Là. Steph Ranière ne connaît pas une saison de débile léger non plus avec les Rangers. C'est un projet à long terme pour les Rangers. On sait très bien comment les autres ils fonctionnent. Puis, au bout de la ligne, là, c'est tout le temps, c'est tout le temps un gars dans son divan ou qui veut avoir plus de likes sur Twitter. Il faut arrêter de faire ça. Là. Moi, je me suis désabonné là, de 5 sites depuis 3 semaines de blogs et de niaiseries du Québec là, parce que à toutes les heures, il y avait un nouveau trade. Trade, rumeur. Arrêtez, man, arrêtez. C'est débile, léger. Je sais pas ce qui se passe, mais bon point, puis c'est un qu'est-ce que c'est ça, général. Oui, le trade deadline s'en vient le 21, puis c'est correct, là, mais Ah, ça va être dégueulasse dans les prochains jours. Arrêtez, là. Ça va faire comme d'habitude. Il va y avoir 2 trades le matin. Ça va prendre 6h30 d'en avoir un autre qui est intéressant. Pour ça, on va en avoir 12 dans d'une heure et demie qui vont être fous, là, puis on n'aura pas ce qu'on pense. Il y aura je trouve pas tout le temps ça drôle, les médias qui font des émissions spéciales à partir de quasiment 6 heures le matin là, pour être sûr de rien manquer. Puis pendant 3 heures de temps, ça fait de dire ouais, ben Petrie, là, Petrie, là, ouais, mais Chirac, là, ils disent absolument rien. Là, ils savent pas ce qu'ils disent à moitié. Là. Voici la liste des 37 joueurs qui pourraient être échangés aujourd'hui. Puis ils font chaque joueur pendant 10 minutes. Puis il y en a genre 2 qui sont échangés dans la liste. Tu me fous de patience. C'est correct. On comprend, on est des passionnés. Puis tu sais, moi aussi, je l'ai fait dans le passé. Là, je me suis assis devant mon ordi à 10 heures. Mis le podcast avec Entre Chum dans le temps, avec 2-3 gars. On l'avait déjà fait en plus. On l'a fait ensemble. C'est correct. Là. Mais tu sais, malheureusement, les médias télévisés ou radio sont payés pour ça, puis il y a les payes pour ça. Je comprends qu'on veut avoir plus de visibilité. Tu sais, dans les coulisses, ils sont super rendus bons. Pourquoi? Parce que les gars sont assidus, sont rendus, c'est leur job, tout le kit, mais il y a plein de blogs qui sortent des rumeurs pour sortir des rumeurs. Là. Arrêtez. Là. C'est comme si dans le matin, vous me diriez, là, on va trader Petrie, Chariot, puis Price contre Matthews à Toronto. Tu sais, je pourrais sortir n'importe quoi sur Twitter. Là. N'importe quoi. Fait que, tu sais, c'est une belle montée de lait, mais en même temps, c'est un bon que c'est ça. Parce que présentement, on va le voir pour les prochaines semaines. Ça va en avoir des rumeurs. Je te dis, là, sur Internet, sur Twitter, là, c'est une catastrophe. Là. Il y en a 1 milliard. Là. C'est fou. Ouais, c'est ça que ça fait quand que la façon de faire de l'argent sur Internet, c'est avec des clics. Fait que tu es prêt à chier n'importe quel mal pour avoir des clics. Puis c'est le même que ça marche. Puis tu sais, c'est bonne guerre. C'est juste que ce qui en souffre, c'est la qualité. Tu sais, je veux pas paraître la victime, puis tout ça, c'est vraiment pas le but. Mais quand je fais un article sur mon blog, j'essaie de mettre du contenu, j'essaie de mettre une idée, dire une opinion, puis être réfléchi. Puis je vais poster ça sur ma page, je vais avoir un like, je vais avoir aucun like, je vais avoir aucun commentaire. Mais le blog là, qui invente ces rumeurs qui font aucun sens, 300 likes, 4000 commentaires, puis c'est ça que c'est le même que ça marche. C'est juste plate parce que c'est le contenu qui en souffre. Parce qu'on aime mieux mettre n'importe quelle marde, ou c'est quand que, je ne sais plus c'est quel autre blog là, qui disait, qui avait mis comme article, là, ouais, ça sent vraiment la fin pour Kotkaniemi en Caroline parce qu'il a joué 10 minutes dans le dernier match, alors qu'il y a des rumeurs qui veulent dire que des rumeurs qui sont avancées par des vrais journalistes qui mentionnent qu'ils veulent s'entendre à long terme avec Kotkaniemi. Mais tu barres l'article gros en disant « Ah, c'est fini pour Kotkaniemi en Caroline ». Là, tu regardes ça et tu es comme « Mais pourquoi? » Oui, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Puis je te comprends. Moi aussi, ça a été longtemps ça. Là, puis il m'a forcé avec les blogueurs qui étaient avec moi. Tu sais, dans le temps, là, avec Entre Chum, on en avait plein. Puis on se prenait des affaires d'un bord puis de l'autre. Puis c'est tellement difficile. Puis je plains les kids, là. Tu sais, les kids que j'ai engagés dans le temps, là, les William Julien,
Il y en a tellement, là. Ils sont tellement rendus loin dans leur hockey à cette heure, puis je trouve ça super le fun pour eux autres, mais ils ont bûché, là. Puis bûché à se faire traiter de pas bon sur Internet, à se faire dire qu'il n'y avait pas des bonnes affaires, puis que tout ce qu'ils disaient, c'était de la merde. Puis après ça, moi, j'avais un Abs coverage là, sur Twitter, je sais pas si tu connais ça, là, ABS coverage, là. Ouais. Puis je l'ai délité, là. Mais lui, je pense que lui, c'est plus une parodie que d'autres choses. Des fois, c'est drôle, là, mais... J'étais plus capable, là. Il y a comme 80 000 tweets de retweets puis likes, là. Moi, j'étais comme sérieux, là. D'ailleurs, je pense que c'est de lui que les commentateurs se sont mêlés encore en une fois transaction parce qu'il avait publié de quoi. Puis... trop souvent, là. En tout cas, mais c'est bon à dire, c'est vrai, parce qu'il y a du monde qui se passe, puis il y a du monde qui réussisse, puis je suis content. Mais là, quand tu commences comme nous autres, avec le podcast, avec ton site, avec le mien dans le temps, puis qu'on veut faire des articles qui sont du fun, c'est notre temps, nous autres, qu'on utilise. On n'a pas la chance de faire ça dans temps plein. Il faut travailler, nous autres aussi. On a des familles. Là, je sais qu'on s'éloigne du sujet, mais je pense que c'est ça qui m'insulte le plus, c'est qu'il y a du monde qui travaillent temps plein et qui font de l'argent avec cette cochonnerie-là. Mais bon. OK, c'est ça. Fait qu'on va y aller avec 3 sujets rapides. Ouais, très, très rapides. Officiellement, avant le podcast, là, à peu près 45 minutes avant qu'on commence, là, la LNH et la KHL ont suspendu leur partnership là, à cause de la guerre Russie-Ukraine. Donc, il n'y aura aucun accord qui sera fait entre la NHL et la Ligue de Russie. Donc, ça, c'est quand même gros là, pour la KHL qui essaie d'avoir de la visibilité quand même ici. Puis nous, qui essaie d'avoir de la visibilité là-bas. Donc, c'est arrêté pour au moins un bon bout là, tant que la Russie va être en guerre avec l'Ukraine. Puis d'ailleurs, juste faire une petite parenthèse par rapport à ça, il y avait eu même des discussions avec la LCH, les Canadiens de hockey, afin de bannir les joueurs russes dans le repêchage des Euros. Finalement, ils n'ont pas été de l'avant. Puis heureusement, puis tu sais, je veux pas... là, je sais que c'est un terrain assez glissant, ce sujet-là, mais je pense pas que ces joueurs russes-là doivent payer pour la tête dirigeante de ce pays-là, parce que ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils sont d'accord avec ce qu'il fait. T'sais, on a vu, je pense, une joueuse de tennis russe ou un joueur de tennis russe, quand il avait gagné, il avait écrit sur la lentille de caméra, genre « No more war ». C'est un joueur de tennis russe, mais il n'est vraiment pas d'accord avec ce qui se passe là-bas. C'est sûr qu'il y en a peut-être des joueurs russes qui sont d'accord, mais rendu là, je veux dire, est-ce qu'il faut vraiment bannir tous les joueurs russes parce qu'il y en a quelques-uns qui approuvent ce que Poutine fait? Honnêtement, je trouve ça un peu injuste. Là. Je veux dire, c'est un peu comme le COVID en général ici. Les vaccinés ont payé à cause des non-vaccinés. Je veux dire, honnêtement, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Puis, je suis content que la LCH ait finalement pas été dans cette avenue-là puis qu'ils vont permettre encore une fois les joueurs russes de pouvoir jouer ici au Canada. Mais, en tout cas, on va espérer là, que... C'est tellement épineux. Je ne veux pas trop m'avancer, mais en tout cas. C'est débile parce que c'est très, très chaud comme sujet, puis je te comprends. Moi aussi, des fois, je me dis, hey, tu sais, on a nos opinions à nous autres, hein, mais c'est pas toujours facile. Puis en tout cas, moi, je souhaite que les joueurs qui sont pas affiliés à cette guerre-là, cette maudite guerre-là, puissent au moins avoir la chance d'être repêchés puis faire jouer leur rêve. Là. Je pense que c'est ça le plus important là-dedans, c'est des jeunes. Là. Non, effectivement. 2 autres rapides, la LNH, oh mon Dieu, j'essaie de dire en anglais et en français en même temps, c'est pas pire. Hein. La NHL qui a sorti son nouveau logo des séries. Je sais pas si tu as vu ça avant le podcast aussi. Non, j'ai même pas vu ça. Donc, un vin un petit peu plus classique avec la Coupe Stanley, avec l'écriture plus classique. Donc, on change le logo après 13 ans qu'il y avait officiellement le logo avant. Donc, c'est une petite nouvelle rapide. Puis aussi, checker ça en attendant que... Ouais, on en a parlé rapidement avant le podcast aussi, mais la classique héritage entre les Leafs et les Sabres le 13 mars à Hamilton au Tim Hortons Field à 4 heures. Donc, c'est toujours un événement qui est le fun. C'est représenté quand même pas trop loin de chez nous en plus. Ça sera peut-être pas la game du siècle, mais c'est le fun de voir que les Leafs et les Sabres vont s'affronter dehors. Donc, de voir le logo, c'est vrai que c'est plus traditionnel. Très traditionnel, très épuré. J'aime bien quand même. Pour vrai, c'est rafraîchissant. C'est le fun. C'est le fun. J'aurais peut-être une dernière petite nouvelle à ajouter. C'est une nouvelle, là, on parlait d'espoir russe tantôt. Je vais juste, avant de mentionner, je vais juste regarder le nom du joueur parce que il est quand même très long puis je ne veux pas le massacrer là, en le disant. Il faut juste que je le retrouve. Ah, t'as peu European Skater, ça irait mieux. Mais ouais, ça implique le jeune Ivan Miroshnichenko qui est atteint d'une maladie très grave. Puis en raison de ça, c'est un top prospect de cette année en plus. Oui, je l'ai vu.
Puis en raison de ça, ben là, son avenir est un peu compromis. On va souhaiter le meilleur pour lui, mais j'ai hâte de voir son impact sur le repêchage. Je sais que c'est le dernier de nos soucis, mais comme qu'on parle de hockey et non de maladie sur le podcast, on va s'attarder au volet hockey, mais j'ai hâte de voir. C'est un prospect qui devrait sortir top 10 ou des très débuts deuxième dizaine, donc 11-12e peut-être. Mais là, avec cette maladie-là, il risque de glisser quand même très loin. Puis pour une équipe qui a plusieurs choix de première ronde, Canadien, ça pourrait être un bon guess à prendre en fin de première ronde s'il devait être encore disponible là. Parce que s'il réussit à se rétablir, c'est un choix top 10 skill que tu viens d'aller chercher là fin première ronde. Donc, c'est sûr que c'est un gamble, mais j'ai hâte de voir où il va sortir. Il peut peut-être même glisser en deuxième ronde, sait-on jamais. S'il glisse en deuxième ronde, c'est encore mieux parce que tu as 2 choix de première ronde que tu t'es assuré d'avoir 2 bons prospects. Avec ton choix de 2, tu vas chercher ce risque-là. J'ai vraiment hâte de voir comment ça va avoir un impact sur son draft, mais évidemment, je le répète, ce qui est important, c'est sa santé. Mais vu qu'on parle de hockey sur le podcast, bien, j'ai fait ma petite analyse côté hockey. C'est un bon point, puis on ne souhaite jamais ça des maladies graves comme ça, hein, mais ça reste comme tu dis, ça va impacter probablement le repêchage. Puis écoute, si le Canadien peut prendre une chance dans le late première, deuxième, c'est quand même un joueur qui reste pas être top 10, donc on ne sait jamais, hein, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Avais-tu autre sujet ou un qu'est-ce que c'est ça? Ou... mention honorable, 4 rapides, puis je te dirais qu'il y en a un qui est en train de se dérouler à soir, donc on va en parler, c'est dans mes questions après. Donc, Matthews, 40e but ce soir, donc le premier joueur à 40 buts cette année. Encore une fois, c'est Matthews qui franchit ce 40 buts-là en premier. Donc, écoute, incroyable ce qui se passe quand même, puis je voyais ça aussi dans les statistiques. Donc, Ovechkin en a 11. 11 de saison de 40 buts, mais on s'entend que quand même, Matthews est rendu à 4. Et on avait un certain Stamkos qui est à 5 aussi. Donc, Matthews pourrait quand même rejoindre Stamkos l'année prochaine avec 40 buts. Donc, c'est le fun à voir. Ça va se faire l'année prochaine, sûrement, à moins de blessure, là, mais c'est sûr qu'il va réussir une 5e. Là. Effectivement. Et l'autre que je voulais parler, j'en ai 2 autres rapides, c'est Patrick Laine. On en a parlé au début de la saison dans nos podcasts. On disait Pierre-Luc Dubois, Patrick Laine, qu'est-ce qu'on prendrait? Dubois a une bonne saison. Je ne dis pas qu'il y a une mauvaise saison, mais présentement, Laine est en feu. Donc, 41 points en 37 rencontres, 21 buts. Donc, est-ce que c'est enfin une renaissance pour le Finlandais avec les Blue Jackets? Donc, écoute, je le regarde un petit peu aller tranquillement. Semble avoir une meilleure saison que l'année passée. Ce ne sera pas difficile, là, 21 points en 45 rencontres. Mais je voulais le mentionner parce que c'est quand même un joueur qu'on a parlé au début de la saison et qu'on se demandait si c'était pour aider les Blue Jackets à jouer mieux cette année. Et de l'autre côté, je voulais mentionner Zdeno Chara qui a battu, dans le fond, le plus grand nombre de matchs joués pour un défenseur qui a battu Chelios la semaine passée. On n'a pas eu le temps de faire le podcast depuis que c'est arrivé, mais je voulais le mentionner. Quand même, Chara qui va avoir laissé sa marque à plusieurs reprises. Et un petit fait honorable a quand même célébré avec un bon combat contre Viel. Un joueur d'ici, un petit Québécois. Donc, non seulement il a laissé sa marque dans la LNH, mais il a laissé sa marque pas mal sur le visage de quelques joueurs au cours de sa carrière. Oh, effectivement. Donc, très content pour Zdeno Chara. Écoute, c'est un gentleman, puis on ne l'a pas aimé à Montréal parce que c'est un joueur des Browns, mais c'est un joueur que je pense qu'il va laisser sa marque dans la Ligue nationale partout. Et c'est un joueur qui va probablement régner au niveau de la Ligue nationale après. S'il ne travaille pas pour la Ligue nationale, ça va être pour une autre organisation. Mais je voulais le mentionner. Puis l'autre que je veux te mentionner, là, on n'en parle jamais. Mais moi, il m'épate cette année. J'écoute beaucoup l'Avalanche. Devon Toews. Je ne sais pas si tu écoutes plus 45 cette saison en 45 rencontres. J'ai jamais vu ça. C'est la première fois, moi, je pense que scoré en plus à soir encore. Puis mon pool se porte très bien grâce à lui, entre autres. Moi, je le connaissais so-so. Je savais que c'est un ancien joueur des Islanders de New York. Je le connaissais moyen, mais écoute, il me fait capoter ce joueur-là. D'année en année, ça l'augmente, mais cette année, c'est une case à part. Puis écoute, oui, l'Avalanche, je me dire c'est facile d'être plus 45 parce qu'ils ont quasiment plus 80 dans les buts. Là. Mais ça reste que ce joueur-là là, est complètement fou. Puis je voulais en parler parce qu'on n'en parle jamais. On parle toujours des mêmes joueurs, là, Kyle McCarr, Gérard, puis ces personnes-là. Mais Devon Toews fait toute une job avec l'Avalanche cette année. Puis écoute, c'est une mention honorable que je voulais faire là, parce que c'est pas un gars que je joue sur le powerplay. C'est un gars que je suis défensif tout le temps. Puis je suis vraiment. Je pense qu'il est utilisé sur la deuxième vague en avantage numérique. Mais tu sais, 43 points en 45 matchs pour un def. C'est très bon. C'est très, très bon. Fait que c'est ça que je te dis, c'est pas lui qui a le premier avantage numérique en plus. Donc, c'est quand même quelque chose d'impressionnant, puis je voulais le mentionner.
Non, tu fais bien parce qu'effectivement, on parle souvent des mêmes défenseurs, des McCarr, on parle des John Carlson, entre autres, Adam Fox, mais Devin Taves, c'est vrai qu'on l'oublie. Puis en plus, ce qu'il faut mentionner, c'est que Devin Taves a joué 45 matchs, contrairement à d'autres joueurs qui en ont joué 53 là, du côté de l'Avalanche. Donc, il a raté des matchs. Il y a quasiment 1 point par match pour un défenseur. C'est sûr que, comme tu as mentionné au Colorado, c'est quand même relativement facile. Mais même avec les Islanders, là, il n'a pas mal fait non plus. Cette dernière saison, c'était 28 points en 68 matchs. Mais il ne faut pas oublier que les Islanders, c'est un club ultra défensif qui ne marque pas beaucoup de buts. Fait que 28 points en 68 matchs pour un défenseur, c'est plus qu'acceptable. En fait, il était le deuxième meilleur défenseur derrière Ryan Pulock du côté des Islanders. Ensuite, dès qu'il est arrivé au Colorado, sa première saison, 31 points en 53 matchs. Donc, déjà une éclosion de son côté. Puis là, cette année, il a juste pris une autre coche de plus. Bonsoir. Bonsoir, il est parti. Merci, bonsoir. Effectivement. Donc, c'est fini mes sujets, mais c'est honorable. C'était sous. Donc, je te laisse y aller avec ce réception. C'est moi qui vais répondre à tes questions ce soir. Écoute, la première, tu la sais. On se l'est posée quand j'étais à Québec dans l'hôtel. J'ai donné à Mulligan. J'ai dit, OK, il va écouter la vidéo. Puis là, on en parle là. On n'en parlera pas en long et en large parce que c'est fait puis c'est passé. Mais selon toi, est-ce que Nathan MacKinnon méritait une suspension sur son geste envers l'arbitre? Écoute, je ne sais pas s'il méritait une suspension, mais il aurait au moins mérité d'être chassé peut-être. Un coup de bâton sur l'officiel comme ça, ça n'a pas de sens, c'est pas vrai, là. Mais moi, je me pose encore une fois la question, puis je sais que c'est facile de faire ce raccourci-là, mais si ça avait été genre un Gallagher ou un Marchand qui avait fait ce coup de bâton-là, est-ce qu'il aurait été chassé? D'après moi, il serait out au moins une game ou deux. Là, c'est MacKinnon, fait que on n'ose pas trop, là, mais... Quand Gallagher se donnait des punitions parce qu'il y a un bâton qui traîne de l'adversaire. Eh oui, c'est un autre qui c'est ça que j'aurais pu dire. Fait que, tu sais, en même temps, là, c'est sûr que ça remettrait une suspension si ça aurait été Gallagher. OK, c'est la première question. C'était un petit insight parce qu'on en a parlé la dernière fois. Donc, deuxième question. Avec les récents succès de Nick Suzuki, 40 points déjà en 51 rencontres, 52 rencontres, là. Comment tu penses qu'on finit de points cette saison? Il reste combien de games là, à jouer? Pour le Canadien, je vais checker ça vite. On va rester 36 peut-être? Il n'y a pas manqué de games il en reste 26. 26, ouais. Fait qu'admettons... moi, je pense qu'il va pogner le 50 facile. OK. Je vais aller avec un 53 bien senti. OK, c'est pas pire, c'est pas pire. Mettons 16 points en... Combien t'as dit qu'il y a de points en ce moment? Il y a 13 buts, 27 assistances pour 40 points en 56 matchs. 40 points. Fait que... Oh merde, j'ai fermé ma page. Fait qu'il reste 26 matchs, mettons qu'il en récolte à peu près... Ouais, une quinzaine. 56. 56, 16 points, c'est bon. 16 points en 26 rencontres. Ouais, je pense qu'il est capable de ça. Ouais, c'est bon. Je suis pas mal dans ce style-là. Moi aussi, j'avais dit 15 points peut-être en 26 rencontres. Si ça va bien 20, il va peut-être pogner le 60, ça serait le fun. Il va finir par le pogner. Mais d'après moi, l'année prochaine, là, il va prendre un step. C'est sûr. Mais cette année, je pense qu'à 55 points, c'est pas mal. C'est pas mal là. Bon point. Écoute, l'autre, je suis content parce qu'à ce soir, il a marqué un but, une passe. Il a 45 points, puis on n'en parle pas. Est-ce que Michael Bunting va venir gagner le Rookie of the Year? Ça serait plate. Hey, non! Tu dis, hein, pour mes Red Wings encore, ils vont passer deuxième. Eh oui, deux joueurs des Red Wings. Écoute, ton premier chez les rookies à soir, parce que, évidemment, à moins que les gars des Red Wings aient des points, mais je ne penserais pas. Mais écoute, quelle saison avec. Puis en plus, il joue avec Matthews. Ben, c'est justement pour cette raison-là que ça me met off. Parce que je trouve que Raymond ou Sider, c'est eux autres qui ont l'équipe sur leurs épaules et qui les transportent avec eux autres. Oh ouais. Tandis que Bunting c'est sûr qu'il faut que tu la mettes dedans pareil, il faut que tu complètes les jeux, il faut que tu repères tes coéquipiers. Mais c'est toujours plus facile quand tu joues avec un Austin Matthews et un Mitch Marner ou un William Nylander. Tu comprends? Ouais. Fait que probablement que oui, il va gagner s'il finit premier avec les points parce que le Calder, c'est ça. C'est lui qui finit avec le plus de points ou si tu as un gardien qui s'illustre vraiment là, de façon incroyable. Mais encore là, c'est plutôt rare. Fait que honnêtement, j'espère vraiment que Raymond va exploser ou Sider parce que je veux pas que ce soit Bunting qui le gagne. C'est parce que c'est un joueur des Leafs ou... Non, même pas. Même pas. S'il avait joué avec les Oilers, j'aurais eu la même réflexion. Ce que je dis, ben là, il joue avec McDavid et Draisaitl. Fait que c'est pas... Moi, c'est plus le fait parce que
je veux pas dire que la job facile parce que c'est pas facile de jouer dans la NHL. Puis même si tu joues avec les meilleurs joueurs, il faut que tu te démarques, il faut que tu complètes les jeux, comme j'ai dit. Mais tu sais, de voir ce qu'un Zegras fait à Anaheim, il est tout seul là-bas, puis il réussit à produire quand même sur une base régulière. Raymond puis Sider du côté de Détroit. Moi, honnêtement, mon choix, ça serait Sider. Quelle saison! Non seulement il produit offensivement, mais il recule devant personne. Il ramasse du monde, un vrai terrain. Moi, ça serait mon pick, honnêtement. Mais si Bunting finit premier au niveau des pointeurs, ben ça sera lui, malheureusement. Mais puis non, c'est pas un hate envers les Leafs pour répondre à ta question. Là. C'est vraiment juste parce que je trouve que l'impact que ce joueur-là a versus un Raymond et un Sider, je trouve que ces deux-là le mériteraient avant lui. Ouais, t'as raison. Je suis vraiment d'accord avec toi. Dernière question, quand même assez facile cette semaine. On parle beaucoup des Golden Knights, mais là, le 2 jours étaient exclus des séries. Ils ont gagné les 2 dernières games. Donc, ça serait peut-être la première fois que les Golden Knights ne feront pas les séries. Selon toi, ils vont se les faire cette année quand même, malgré tout ce qui arrive? Encore une fois, je vais aller sortir mon petit classement pour voir quelle est la situation. Là, présentement, ils sont 3e dans la Pacifique, donc feraient les séries, mais ils ont les Stars derrière à 1 point avec 2 matchs en main. Les Prédateurs sont également à 2 points eux avec 2 matchs en main. Moi, je pense qu'ils vont finir par terminer quand même dans le top 3. Mais je m'attendais à une meilleure saison de leur part, pour vrai. Là. C'est sûr qu'il y a eu des blessés. Leonard a été blessé un bout. Là, il y a Eichel qui est revenu. Mais même encore là, Eichel, il n'a pas l'air d'avoir un impact tant que ça. Je pense qu'il a marqué récemment. Là, mais c'est sûr qu'il y a quand même une longue période d'activité. Donc, il faut lui donner là, un peu de temps pour se réadapter. Mais avant de dire n'importe quoi, je vais aller voir qu'est-ce qu'il a fait dans les 9 premiers matchs. Il a quand même 6 points. C'est pas si pire. Oh, ouais. Des passes seulement. Peut-être qu'on s'attendait à encore un plus grand impact de sa part. Encore là, il faut lui laisser du temps là, pour revenir. Mais non, je pense qu'ils vont aller faire les séries quand même parce que quand Eichel va pogner son beat, je pense que les Golden Knights vont atteindre un autre niveau. Mais la question maintenant, est-ce que Robin Lehner est l'homme de la situation devant le filet? Est-ce qu'on va peut-être checker pour amener un peu plus d'assurance? Parce que Brossois, c'est pas non plus le gardien de l'année non plus. Fait que il ne faut pas oublier aussi Stone est blessé. Ça non plus, ça aide pas. Mais non, je pense qu'on va faire les séries parce que les Preds, on dirait que ça allait bien depuis un bout, mais là, c'est moins spectaculaire. Mais puis les Stars, ben, ça non plus, c'est pas une équipe que je crois vraiment. Donc, je pense qu'ils vont finir quand même top 3, les Golden Knights. Écoute, si on va par pourcentage, ce que j'aime, moi, c'est le pourcentage. Donc, il y a 5 équipes en avant d'eux autres, 7 équipes en avant d'eux autres. Donc, d'après moi, ça marche par pourcentage pour le meilleur deuxième. Donc, ça va être le fun à voir, mais je pense que si Edmonton a un bon stretch, ils vont faire mal à Vegas. Puis comme tu dis, si Dallas et Nashville vont chercher du galon, c'est pas donné pour Vegas cette année, je te dirais. Puis moi, je pense que si ça continue, ils sont aussi depuis une dizaine de matchs. Là. Donc, si Lehner ne fait pas la job, je pense qu'il risque de peut-être pas les faire. Mais moi, je suis pas mal 50-50, je te dirais. Moi, je pense que 50% des chances qu'il le fasse, 50% des chances qu'il le fasse pas, ouais. J'ai l'impression qu'Eichel sera peut-être pas aussi dominant qu'on le pensait. Moi, je pense j'ai l'impression aussi que la défensive n'est pas aussi bonne présentement qu'on le pensait. Moi, je pense que je vais y aller plus convaincant. Je vais aller avec un 70-30 qui est fort dans les séries. Moi, je pense que les Oilers, j'y crois pas. Les Preds, ça devient de plus en plus tranquille. Les Stars, c'est peut-être eux qui pourraient les challenger plus. Mais même en avant d'eux, les Kings, est-ce qu'ils vont poursuivre? On dirait que les Kings, même s'ils sont 2e de la Pacifique, on dirait que je n'y crois pas encore à cette équipe-là. On a 8-2 dans les derniers matchs. Je le sais, mais on dirait qu'ils ont même gagné encore à soir contre les Bruins. Mais on dirait que j'anticipe une débandade du côté des Kings pour aucune raison, mais on dirait que je n'y crois pas encore. Jamais, je pense. Mais non, je pense que je sais pas, mais non, je pense que les Golden Knights vont les faire les séries. Je vais y aller avec un 70-30 bien senti. Je pense pas que ça prendrait une grosse catastrophe pour qu'ils s'écroulent, parce que les équipes derrière eux, j'y crois de moins en moins. Les Kings peuvent rester en avant d'eux, je serais pas tant surpris, mais on dirait qu'il y a j'ai un feeling qu'ils vont finir par s'écrouler. Parce que tu regardes l'alignement, puis c'est pas spectaculaire, mais des fois, ça prend pas des trucs spectaculaires pour faire les séries. Ça prend juste une équipe qui travaille, puis je pense que les Kings, c'est une belle équipe aussi. Mais non, moi je pense que le mec Eichel pogne sa coche, là, les Golden Knights vont être en business. C'est bon ça. D'ailleurs, toujours 0-0 entre les Flames et les Oilers. Ouais, j'écoute ça de côté, mais j'ai aussi écouté la fin de match l'Avalanche contre les Islanders là, qui menait 5-1. Puis finalement, les Islanders ont scoré 3 buts en 10 minutes à la fin de la rencontre. Donc, ça a quand même été serré au niveau de cette équipe-là. Mais encore une fois, regarde,
Nazem Kadri, 2 passes, est rendu à 50 passes cette année, 72 points. Lui, il va faire sauter la banque cet été sur un marché joueur autonome. Mais j'ai l'impression que c'est un contrat qui va être un petit peu... Je sais qu'on dévie un peu, là, mais c'est un contrat que... Honnêtement, on dirait que je ne sais pas si je le signerais parce qu'on sait qu'au Colorado, on gonfle beaucoup les statistiques, mais s'il se ramasse, exemple, je ne sais pas, moi, à Philadelphie, est-ce qu'il va produire autant? J'ai comme des doutes. Mais par exemple, du côté de Kadri, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas juste un joueur offensif qui met des points sur le tableau, c'est un joueur qui dérange, c'est un joueur qui peut être robuste en série. C'est une tête brûlée un petit peu, là, il est souvent suspendu, ça c'est quelque chose qu'il faut qu'il améliore. Ouais. Mais quand il est sur son cue et qu'il joue vraiment sa game là, comme du monde et sans faire trop de pénalités stupides, c'est un joueur qui peut amener beaucoup. Là. C'est un joueur qui dérange beaucoup, qui est robuste puis qui en plus est capable de mettre des points sur le tableau. Donc pour ça, c'est peut-être un contrat plus facile à donner qu'un autre joueur qui est juste offensif puis qui quitte, exemple, une organisation comme le Colorado. Là, tu te dis, ben là, est-ce qu'il va encore produire pareil sans McKinnon, sans Rantanen? Mais au moins, tu sais qu'avec Kadri, c'est pas juste ça que tu as quand tu as ce gars-là dans ton alignement. Oui, effectivement. Puis écoute, c'est sûr que le Colorado, comme ça gonfle les statistiques, le McKinnon a bu 2 passes encore à soir. 57 points en 42 rencontres. Puis on parle jamais assez de Cale Makar, mais 2 buts, 1 passe encore. 63 points en 48 matchs, en 52 matchs. C'est assez incroyable comme défenseur. Puis, surtout l'âge qu'il a, il y a quoi, 22 ans? Ouais, 22 ans, là, c'est n'importe quoi. Puis, écoute, ce qui est intéressant à voir aussi au niveau de l'Avalanche, c'est qu'on mettait beaucoup d'espoir sur Kemper, je pense, au début de la saison. Mais Franco se fait quand même très bien présentement. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant. À chaque fois qu'on a besoin de Franco, se fait le travail, même qu'il y a une meilleure moyenne, je te dirais, que Kemper. Donc, je pense qu'on est vraiment guéri pour les séries cette année au niveau des... On dévie un peu du sujet, là, mais je pense que le Colorado va être à prendre en considération. L'attaque est tellement forte, puis je pense qu'on a... Avec Nazem Kadri, dans les séries, ça va faire une différence pour moi. Puis c'est niaiseux, mais tu sais, un gars comme McDermott aussi, en défensif, ça fait une énorme différence parce que évidemment, c'est pas le gars qui va te mettre des points sur le tableau, mais ce qu'on reprochait à l'Avalanche, c'était pas une équipe robuste. Puis en série, ben, quand tu pognais une équipe comme le Wild, qui était plus robuste, qui était plus tannant à jouer contre, ben, les meilleurs éléments de l'Avalanche n'avaient juste aucune réponse. Puis il n'y avait personne pour les défendre quand il y avait de quoi. Là, tu as un McDermott qui est là, qui impose plus de respect sur la glace. Puis c'est pour ça que je vois que si l'Avalanche peut réussir à faire une place au niveau de masse salariale ou au niveau effectif, mais je pense qu'un gars comme Ben Sherratt là-bas, ça serait excellent. Ouais, parce que là, justement, tu as des défenseurs mobiles en Girard, Makar et Devon Toews. Mais là, tu as un Sherratt qui s'amène là, qui est plus défensif, plus robuste, qui vient pallier un peu à un certain manque en défensive du côté de l'Avalanche. Je pense que ça serait un ajout assez intéressant pour Joe Sakic. Ouais, t'as raison, on n'en parle pas assez, hein, mais McDermott fait un peu la job de Ryan Reeves fait avec les Rangers de New York. C'est sûr que quand tu joues gros comme ça, ça l'aide. Puis j'ai regardé la game contre Calgary et Colorado, justement, on en a parlé. Puis McDermott, c'est justement dropper les gants avec Lucic. C'est un gars qui n'aura pas peur de dropper les gants contre n'importe qui, puis qu'en série, il va déranger. Donc, t'as raison, je pense qu'on est allé chercher beaucoup de profondeur au niveau de l'Avalanche. Ça va être des bonnes séries cette année, même si on sait déjà qui va être dans les séries, malheureusement, déjà. Mais je pense que ça va être le fun du côté des séries éliminatoires. En tout cas, moi, j'ai déjà mon équipe derrière laquelle que je me range pour les séries. Go Flames, go. Je pense que les Flames sont plus que dus. Là. Honnêtement, ça fait des années qu'on les attend, les Flames. Puis là, ça a l'air à bien aller. Puis en plus, l'ajout de Toffoli, ça va aider grandement cette équipe-là. Puis, tu sais, les Flames, c'est une équipe que j'aimais dans le passé aussi, mais qui me décevait année après année. Là, s'il vous plaît, allez-y. Là, une petite finale avec une autre équipe canadienne, là, ce serait le fun. Ouais, c'est vrai que ce serait le fun. Puis écoute, présentement, je pense que c'est les seuls qu'on peut mettre en arrière. Toronto, ça serait le fun aussi. Mais imagine-toi une finale Toronto contre les Flames. Et Gary Bettman serait très malheureux. Je pense qu'il va mettre son bleu à la table où je m'en vais. Ça serait tellement le fun. Oui, si c'est juste ça que ça prend pour que lève les feutres, là, Go Leafs, ça va être la seule fois que je vais dire Go Leafs dans ma vie. Là. Mais ça serait le fun, par exemple. Une finale 100% canadienne. Ça serait vraiment trippant. Oui, ça serait le fun. Mais écoute, Stéphane, c'est ce qui conclut le 18e podcast de la saison. Encore une fois, un gros merci pour tes précieux services. Merci à toi. On se retrouve la semaine prochaine avec peut-être d'autres victoires du Canadien à suivre. Ah, ben, on va l'espérer. Ça sent vous autres, bonne semaine. Salut, bonne semaine. Bye bye.